Disputes, incompréhensions, comportements à risque, l'adolescence n'est pas toujours un long fleuve tranquille pour les familles. Et c'est l'âge de tous les changements, corporels, psychiques, scolaires. Une période de transition incontournable propice aux malentendus, car les préoccupations immédiates des ados et de leurs parents sont souvent bien différentes. Et peut-être encore plus différentes aujourd'hui, avec une connexion encore absente il y a 20 ans, une culture de l'exposition de soi, voire de la surexposition entretenue par certains réseaux sociaux, une modification aussi des objectifs parentaux, parfois inconsciente. Alors comment gérer au mieux l'adolescence? Comment réagir face aux complexes, aux moqueries, à l'usage des écrans, à la sexualité qui débute? Comment apprendre à se séparer? À quel âge donner le premier portable? Pour nous aider à répondre, deux profils très complémentaires. Anne-Claire de Pracontal, psychologue, coach, enseignante, co-auteure de « Je ne sais plus quoi faire de mon ado » aux éditions Marabout. Nous sommes également avec Catherine Lousier, maman de 3 garçons adolescents et sophrologue. Elle nous apporte son regard de parent, mais aussi ses outils pour aider à mieux vivre le quotidien. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Alors, on va planter le décor, bien que, bien sûr, tout cela vous parle déjà, les ados. Vous avez été confrontés à ce problème des ados. Anne-Claire de Pracontal, question toute simple. Comment on arrive à savoir que l'enfant est entré dans l'adolescence? À partir de quand on peut dire « Ah, j'ai un ado à la maison ». Alors, je pense que quand ça arrive, on se trompe pas, on s'y trompe pas. Non, sans rigoler, sans rire, il y a quand même tout simplement ce qu'on appelle la puberté qui va marquer l'entrée dans l'adolescence. De toute façon, alors ça peut un peu dépendre de l'âge, mais de manière assez classique, vers 12 ans. Souvent, c'est un petit peu plus jeune, un petit peu plus tôt pour les filles. Mais la puberté, clairement, va nous faire rentrer les deux pieds dedans dans l'adolescence. Donc, avec ce changement hormonal, physique, où on va avoir un enfant qui va vraiment se transformer devant nous. Et donc, il va y avoir ces transformations très visibles physiquement, et il va y avoir évidemment aussi des transformations aussi de comportement et dans les relations, etc. Il y a plein de choses qui vont changer avec cette puberté. C'était ça pour vous, Catherine? C'était un changement physique d'abord? Moi, je trouve qu'il y a aussi une volonté de ne plus être avec nous, de s'isoler aussi. D'autonomie? Ouais, d'autonomie, mais aussi de s'isoler, c'est-à-dire d'être plus longtemps dans sa chambre, d'être plus pudique aussi, de fermer à clé la salle de bain, alors que jusqu'à maintenant, c'était pas un problème que les frères rentrent, les sœurs rentrent, tout le monde puisse accéder. Il y a plein de petites choses qui sont marquantes, et aussi, il y a aussi ces changements d'humeur aussi. Et vraiment ce besoin de liberté, des demandes qui n'existaient pas avant. Voilà. Et c'était à quel âge pour vous? Alors, pour moi, ça a commencé, ça dépendait des enfants. Le premier, il était complètement en rébellion, donc ça a commencé très tôt. Il avait même des envies de liberté qui n'étaient pas de son âge. Il faisait le mur, enfin, il faisait des choses comme ça. On lui demandait de garder ses frères 1 heure et puis finalement, il partait. Enfin, voilà. Le deuxième, il a été plus sage parce que très sportif, donc c'est venu un peu plus tard. Et le troisième, là, il a 13 ans, il commence à vouloir être avec ses copains, à plus vouloir faire de foot avec son père au jardin le dimanche après-midi. Enfin voilà, il nous tourne un peu le dos, mais pas méchamment. Voilà. Justement, Anne-Claire, quels sont les éléments les plus marquants dans cette période? Est-ce qu'en fin de compte, c'est le rapport au corps qui change, qui se transforme, bien évidemment? Est-ce qu'au contraire, comme le disait tout à l'heure Catherine, est-ce que c'est le désir d'autonomie, de se dire enfin voilà, ça y est, je vais pouvoir vivre ma vie et donc je fais un petit peu ce que je veux? Est-ce qu'en fin de compte, c'est un moment où on regrette l'enfance et l'innocence de l'enfance? Quels sont les éléments auxquels on fait face le plus souvent? Oui, vous avez raison. En tout cas, c'est tout ça en même temps, j'ai envie de vous dire. C'est un peu tout d'un coup, c'est en fait tout qui va changer comme à l'adolescence. Il y a effectivement donc ces transformations physiques et il y a ces transformations de comportement. Il y a parce que voilà aussi physiologiquement, il va y avoir le cerveau qui va se développer. Il va y avoir, comme on dit, voilà, les parents qui vont plus du tout devenir des figures d'attachement numéro 1, premier dans le cœur des enfants, premier dans leur cœur, mais il va y avoir les amis qui vont se mettre à prendre une place très importante. Effectivement, les parents, on va être relégués au deuxième plan et
Et effectivement, ils vont à ce moment-là avoir des revendications d'autonomie, d'indépendance, mais en même temps beaucoup d'ambivalence à cet âge-là, c'est-à-dire ce désir d'autonomie et en même temps un besoin quand même toujours très fort d'avoir des parents pas loin, Une solides. réassurance au cas Voilà, où. exactement. Donc il y a aussi, voilà, c'est aussi marqué par cette ambivalence. Il y a effectivement ce deuil de l'enfance quelque part qui est assez vertigineux, qui va être plus inconscient, mais qui quand même joue. Il y a la projection des parents à ce moment-là. Pour les parents, c'est pas facile. Donc, enfin, tout ça, tout va être déséquilibré à cet âge-là. Tout va changer. Et avec plein de choses géniales et avec des choses, voilà, des défis un peu plus difficiles. Est-ce que c'est différent pour le premier et le deuxième et le troisième? C'est-à-dire quand il y a quelqu'un avant, alors on va demander aux deux, et Catherine, vous avez notre expérience, mais est-ce que c'est différent si en effet on est le premier ou s'il y a tous les autres, on se dit, ah tiens, il y a lui, il a été comme ça, est-ce que ça marque? Ouais, la place dans la fratrie joue forcément, effectivement. Et puis, et après, il va y avoir des grandes tendances. Effectivement, les aînés, d'une manière générale, vont faire les choses plus tard, etc. Et les plus jeunes, ils vont être embarqués un peu plus tôt parce qu'ils auront des aînés. Enfin, il y a des tendances. Et après, en même temps, ça va dépendre aussi, évidemment, du tempérament de chacun. Alors moi, je pense qu'au premier, c'est un peu aussi une expérience parentale, hein. Donc l'éducation, pour moi, c'est se tromper aussi parfois. Donc en effet, peut-être qu'on maintenant, avec le recul, on est plus cool au même âge. On découvre et on apprend. Ouais, on est un peu plus cool avec les deux derniers. Et puis, c'est peut-être idiot, mais nous, c'est une fratrie de 3 garçons. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a quand même le grand frère au-dessus. Donc, on sait qu'il y a cette protection en plus, en fait. Et donc, même eux, ils le disent souvent, de toute façon, on est 3, il y a mon grand frère. Et vous avez l'impression qu'ils se parlent entre eux? Alors aujourd'hui, celui qui a 20 ans et celui qui a 17 ans se parlent énormément de sujets, justement de l'adolescence, Leur vie privée. de leur vie privée. Et je pense que c'est très bien parce que c'est beaucoup mieux qu'ils s'expriment tous les deux qu'avec nous. Sans rompre la communication avec eux, hein, mais disons qu'il y a des choses qui peuvent peut-être plus s'avouer l'un à l'autre qu'avec nous, en fait. Puis il y a la société aussi qui a changé. Je regardais une conférence de Philippe Duverger, qui est responsable médical de l'unité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Angers, au CHU d'Angers. Et il disait, être adolescent aujourd'hui est sans doute plus difficile que dans les années 60 ou 80, car la société actuelle promet d'immenses possibilités tout en étant beaucoup plus exigeante. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement. Moi, je pense que il y a un côté assez vertigineux, assez angoissant de cette multitude de choix, de ce champ des possibles qui est infini aujourd'hui, qui est à la fois génial, mais à la fois un peu terrifiant. Et donc, du coup, parce que voilà, il y a un niveau d'exigence, un niveau de compétition qui n'est plus le même aujourd'hui, enfin, qui est très fort aujourd'hui. Évidemment, alimenté par les réseaux sociaux, c'est cette information en permanence, c'est le fait qu'on puisse se comparer comme ça en permanence, qu'on ait accès à beaucoup d'informations, etc. Alors, je pense qu'on était, même à ma génération, plus tranquille, plus protégé, en fait. Alors justement, dans votre livre, vous abordez 8 thèmes, donc il y a 8 chapitres fondamentaux, on va dire. Il y a le corps, il y a les relations amicales et amoureuses, les relations familiales, les écrans, la scolarité, la sexualité. Alors on va prendre quelques exemples. Allez, on commence par le corps. Oui, le rapport au corps. Qu'est-ce qu'on fait face au complexe de notre ado ? Oui, alors tous les ados, et voilà, tout le monde à un moment ou un autre va être complexé, tout le monde a des complexes. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est évidemment écouter, compatir, comprendre, enfin voilà, être à l'écoute de ce qu'ils vont dire, si jamais ils sont en souffrance, évidemment. Après, on peut leur dire, on peut les rassurer, les faire relativiser sur le fait que tout le monde a eu ou a des complexes quand même à un moment, donc dédramatiser. Après, évidemment, c'est important de s'attacher à vraiment renforcer son estime de soi. De toute façon, ça vaut pour tout, ça vaut pour tous les sujets, mais de renforcer l'estime de soi de son enfant, à la fois à travers des compliments et de la valorisation sur les aspects physiques, mais pas que, aussi sur tout ce qui est des qualités plus personnelles. Faut pas hésiter à à les valoriser au maximum. Et ensuite, d'un point de vue, je pense qu'on est quand même en revanche dans une époque où qui valorise de plus en plus la diversité des physiques ou des choses comme ça. Donc, faut pas hésiter à pointer ça du doigt pour relativiser tous les complexes. Parfois, on a l'impression que les compliments des parents, ça vaut rien. Ils disent, ah, mais toi, c'est parce que t'es mon parent, Oui, et t'es ma souvent, maman, de t'es mon toute façon, papa. on a beau dire, parfois, c'est pas forcément les parents qui sont les interlocuteurs les plus, qui vont être les plus entendus, ça c'est sûr. Mais c'est important quand même qu'ils les entendent. Est-ce qu'il faut anticiper les choses? Est-ce qu'il faut anticiper l'information sur les transformations potentielles du corps et tout ce qui va se passer? Ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser une découverte et puis répondre à la demande?
Non, je pense que c'est bien d'en parler, effectivement. Je pense que c'est bien d'en parler, c'est bien de prévenir, parce que ça rassure. Déjà, les parents, c'est bien qu'ils se renseignent un peu sur cette réalité, de ce qui se passe, en fait. Je pense que les parents eux-mêmes ne sont pas forcément très, très au courant de ce qui se passe. Et quand on le sait, en fait, on est beaucoup plus rassuré. Donc, et c'est bien de le dire aux enfants, parce que ça peut être un peu... ça peut être angoissant, en fait, l'entrée dans l'adolescence pour les adolescents. Catherine? Alors, nous, on a acheté un peu, je crois que c'était Qu'est-ce qui m'arrive au masculin. Ouais. C'était assez bien fait. Donc, c'est passé du premier au deuxième. Et j'ai acheté, c'était une espèce de BD pour les parents sur le comportement des adolescents pour nous faciliter les choses, pour essayer de comprendre certaines choses. Après, moi j'en ai 3 et ils ont eu 3, enfin ils ont 3 comportements totalement différents parce qu'ils ont chacun leur personnalité. Moi, je pense que nous, en tout cas dans notre famille, ce qu'on a évité le plus, c'est la comparaison. Et toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, et ton frère au même âge, il était comme ci. Bon, alors évidemment, on n'est pas des parents parfaits, ça nous arrive de le faire aussi. Mais je pense qu'aussi les respecter avec leurs propres qualités, leurs propres défauts, respecter qui ils sont, qui ils veulent être ou qui ils veulent devenir, c'est important. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de maintenir une communication, même si elle s'allège avec le temps. Mais voilà, nous, on essaye, c'est même pas on essaye, c'est une obligation presque, mais sans en être une, hein, parce que s'il y a du sport, des choses comme ça, mais on essaye au maximum de dîner tous ensemble, tous les soirs, pour même, des fois on parle pas, des fois on parle, mais essayer de maintenir un moment privilégié où justement ils peuvent s'exprimer avec nous, ou même entre eux. Voilà. Et pour le rapport au corps, ils ont chacun découvert ça à leur rythme, et est-ce qu'ils en ont parlé Ils m'en ont un peu parlé. Bon, moi, je faisais plutôt allusion aux choses avec assez d'humour. Encore maintenant, je leur dis que je veux pas être grand-mère à 51 ans. Et voilà, mais après, ils savent qu'ils peuvent nous en parler, mais je pense que c'est un sujet quand même qui est un peu compliqué à aborder avec leur maman, surtout en tant que garçon, et même avec leur papa. Et voilà, je laisse faire le temps, mais par contre, on leur dit qu'on est toujours ouvert s'il y avait un problème et qu'à partir du moment où ils nous disent des choses, on préfère qu'elles soient dites plutôt que découvertes et que ça pose un problème après. Voilà, qu'on peut tout entendre, mais que bon, et tout écouter, mais que bon, il faut aussi savoir se fixer des limites. Il y a plus de complicité avec les filles et les mères? Ça dépend. Après, oui, il y a une réalité, il y a quand même quelque chose d'assez fort entre une fille et sa mère, mais bon, il peut y avoir des super complicités, des super relations entre une mère et ses fils. Parce que pour une fille, il y a plus de transformation sur le plan physique, sur le plan... Non, c'est vécu de façon simple. Chez un garçon aussi, quand même, il y a des sacrées transformations. Ah oui, chez un garçon, c'est quand même... voilà, moi, je me retrouve quand même avec un garçon qui mesure 1m90. Voilà, quoi, j'ai un autre homme à la maison, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est même impressionnant, quoi. On se dit même, ah bon, c'est nous qui avons réussi. Pourquoi il est aussi grand? C'est bizarre. Non, mais bon, on reste quand même des parents toujours un peu nostalgiques. On se dit, bah, dis donc, quand il était petit, on n'aurait jamais imaginé qu'il fasse cette taille-là. Et globalement, c'est ça le bon comportement à avoir, c'est de dire qu'on est là, même si on a l'impression que ça n'imprime pas forcément à tous les coups. Ouais, ce que disait Catherine, c'est vraiment exactement ça. C'est quand même toujours maintenir la communication, quoi qu'il arrive. Même si on a l'impression que c'est un peu... Oui, et toujours dire, et montrer qu'on est quand même toujours là. Même si on a l'impression que c'est dans le vide, c'est pas dans le vide, en fait. Ils le savent très, très bien. Donc, quand on leur dit, quand on montre qu'on est là, quand on montre qu'ils peuvent tout nous dire, quand on parle un peu avec humour, quand on partage des moments, et même si c'est des moments où on ne parle pas, toutes ces choses-là, c'est hyper important, effectivement. Ça permet de garder le lien. Alors, autre domaine qui est souvent une source de conflit, de remarques, c'est le look vestimentaire. Parce que là, c'est vrai qu'il y a une différence fréquemment différente, une grosse différence, on va dire, entre les parents et les enfants. Comment on gère ça? Parce que j'ai envie d'une marque, j'ai envie d'avoir ce look. Ou tu vas pas sortir comme ça? Exactement. Et puis les parents disent, bah non, attends, tu vas pas aller à l'école comme ça, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Alors après, là, je sais pas ce qu'en pense Catherine, justement, c'est intéressant, mais je pense que quand on parle du fait qu'il faut lâcher prise sur certaines choses, on choisit ses combats. Et choisir ses combats, peut-être que le look vestimentaire, malheureusement, c'est un sujet sur lequel on doit prendre son mal en patience et laisser passer les modes douteuses, etc. Se souvenir que nous aussi, peut-être à une certaine période, on a eu des phases... Des faux pas. Un peu limites, quelques faux pas, quelques fautes de goût. Quand on regarde des photos, etc., parfois, on peut être quand même surpris. Donc, et ça
passe et ça fait partie de la construction et du développement. Et voilà, c'est peut-être à moins d'avoir vraiment des propositions assez provocatrices, etc. Sinon, ou indécentes. Sinon, je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut lâcher prise. Catherine? Alors, nous, on a en effet un peu lâché prise dans le sens où je pense que ça fait partie de leur développement aussi, de s'affirmer aussi par une tenue vestimentaire. On a un premier qui est très dans le jogging, les choses qui sont à la mode un peu, on va dire, cool, quoi. Et le deuxième qui, lui, est plus marque, mais et ça reste joli, mais parfois, ça ne l'est pas toujours, hein. Et puis le dernier, lui, il suit ses frères, hein, je veux dire, il essaye de Un peu des deux. Ouais, un peu des deux. Voilà, c'est un mix. Donc après, c'est vrai, en effet, nous, au début, on s'est dit non, quand même, tu pourrais mettre une chemise, un jean de temps en temps ou quelque chose. Puis après, il y a des choses tellement plus graves que c'est pas grave. Voilà. Tatouage et piercing. Vaste sujet aussi. Oui, tatouage et piercing, absolument. À quel âge on dit oui? Est-ce qu'on dit un âge d'ailleurs? Est-ce qu'on dit oui aussi? Oui, voilà, exactement. Oui, est-ce qu'on dit un âge? Alors après, c'est comme tout ce genre de revendication, de demande des jeunes. Je pense qu'il faut pas forcément les envoyer balader frontalement, agressivement. On comprend, peut-être que nous aussi, d'ailleurs, ados, il y a eu un moment où on a envie de se faire un tatouage, où on a envie de se faire un piercing. Voilà, c'est des envies qui sont assez banales, donc il ne faut pas prendre ça avec trop de mépris et dire qu'on comprend, mais on peut légitimement leur demander d'attendre un petit peu, de réfléchir. C'est quand même des décisions qu'on peut regretter, donc d'attendre un peu pour voir si jamais c'est une envie très ancrée, très, très profonde, et que est-ce qu'à la majorité on en aura encore envie, peut-être que là ça sera plus légitime, mais en tout cas voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on peut comme ça, on peut leur demander un petit peu d'attendre. Gagner du temps. Catherine, combien de tatouages, combien de piercings à la maison? Non, il y en a pas, mais voilà, c'est pas un sujet qu'on a évité, loin de là, puisque il y en a le plus grand, je pense qu'il aurait eu envie ou il a envie. Enfin voilà, nous on lui a seulement dit qu'il fallait faire aussi attention, vu que ils étaient une génération d'images. Il fallait aussi faire attention à son image et qu'ils avaient tendance toujours à se montrer, etc. Et que ça pouvait induire parfois en erreur si on faisait des choses un peu trop extrêmes. Et que voilà, qu'on n'était pas contre, mais qu'on n'était pas pour. Et que c'était quand même une marque qui se faisait à vie, qu'il fallait bien réfléchir. Voilà. Mais que, étant donné qu'il était majeur, vu qu'il va avoir 20 ans, quelle interdiction on peut avoir, il peut pas tout faire, mais lui aussi lui montrer ce que ça peut lui apporter et comment ça peut le désavantager aussi, voilà, dans sa vie future. Alors après, il y a bien sûr la cellule familiale, la vie familiale, parce que le fait qu'il y ait des ados, c'est quand même un peu plus box, un peu plus punch. Donc il faut garder les équilibres. Il faut aussi que le père et la mère soient d'accord ou pas d'accord, et un avis différent. Je vais plutôt aller voir papa parce qu'il va me dire oui. Comment on gère cet équilibre familial, ce nouvel équilibre familial? Catherine, peut-être en expérience, et puis après les conseils d'Anne-Claire. Je ne sais pas, nous, on est assez d'accord en règle générale, mais évidemment, il y a des sujets sur lesquels on ne l'est pas, mais maintenant, ils ont des âges où on peut discuter avec eux quand même. Mais nous deux, avant, on en parle tous les deux, ou sinon on exprime tous les deux ce qu'on veut, et puis après, on voit celui qui a la décision la plus raisonnée, la plus raisonnable pour nos enfants, quoi, voilà. Mais voilà, le tout, c'est d'essayer de prendre une décision qui soit équilibrée. Oui, et effectivement, dans l'idéal, d'essayer de se mettre d'accord avant d'en parler avec les enfants pour pas forcément montrer leur désaccord, ce qui peut être vraiment très confondant et qui, du coup, ça peut après, effectivement, ils peuvent s'en servir pour contourner certaines choses. Oui, mais ça arrive toujours, hein. On a toujours un qui dit oui sur quelque chose. Voilà. On en revient toujours à choisir ses combats. Voilà, un qui estime que tel point est plus important qu'un autre, et on va dire laisse-le, c'est bon. Ouais, moi, je dis minuit et demi, ils vont voir leur père qui leur dit 1h, ou vice-versa, et parce que finalement, c'est une sortie qui était un peu plus tard, machin, et au final, on tranche tous les deux, on dit bon, c'est bon, c'est 1h30. Je voudrais qu'on aborde aussi le rapport à l'école. Il y a une étude IFOP qui date de novembre 2024 qui montre que plus de 40% des 11-24 ans ressentent trop de pression scolaire. Ça rentre en jeu aussi dans l'adolescence. Et comment on va faire le distinguo en tant que parent entre une pression, un stress un peu poussé et une réelle phobie ou des problèmes plus graves?
Oui, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que pareil, je pense que c'est assez actuel, même ce stress et cette pression scolaire qu'ont les jeunes aujourd'hui, je pense, beaucoup plus importante, beaucoup plus forte que ce qu'on avait nous. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un fléau et que c'est à la maison qu'on a une responsabilité d'essayer de contrebalancer un petit peu cet effet-là en rassurant les enfants, en les déstressant, leur faisant relativiser, etc. En les faisant relativiser. Après, ce qui différencie quand même vraiment de la phobie scolaire, du refus scolaire anxieux, comme on dit, c'est que là, c'est un enfant qui vraiment n'arrive pas à aller à l'école, ne peut pas aller à l'école, ne peut pas physiquement aller à l'école. Et là, évidemment, de toute façon, ça demande l'aide d'un professionnel. D'accord. Comment on gère le quotidien, c'est-à-dire le retour de l'école, du collège, et il faut faire les devoirs. Alors qu'il y a plein d'autres tentations. On s'en mêle, on s'en mêle pas, on laisse les mauvais résultats arriver. Ouais. Alors, nous, on a toujours été pour qu'ils aillent se défouler au jardin. Donc, nous, on les a toujours emmenés au jardin. Soit c'était une nounou, soit c'était moi. Enfin, ça dépendait des périodes et des moments de mon activité. Et c'est vrai qu'on a toujours dit qu'après l'école, nous, il fallait qu'ils aient un temps où ils aillent se défouler. Donc, c'était une partie de foot avec les copains. Après, vers 18h, on se mettait au devoir. Et c'est vrai que parfois, c'est une bataille, hein, même encore aujourd'hui. Après, les deux grands, il y en a un qui est en 2e année de droit, l'autre, il est en terminale. C'est pareil, maintenant, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, c'est ta liberté, là, c'est pas à nous. Et puis, c'est tes choix. Et puis, c'est ton avenir. Nous, on t'a mis sur les rails. Et maintenant, en terminale, voilà. Et celui qui a 13 ans, lui, ben, on le suit toujours, en fait. Il faut faire réciter les leçons. Mais ça, je pense que tous les parents, tout le monde est pareil dans chaque foyer, c'est pareil. Si on ne fait pas réciter, ils apprennent pas. Et comment on le fait au mieux pour éviter les conflits, parce que c'est quand même un sujet récurrent. C'est les parents un des ça gros, en horreur. Ouais, c'est vraiment un des sujets de conflit numéro 1 dans les familles. Nous, ce qu'on préconise pas mal chez I Am Strong et qui marche quand même plutôt bien, c'est au maximum d'essayer de convenir ensemble d'un programme, d'un planning en amont. Si dans l'idéal, si jamais il y a des créneaux horaires qui sont décidés, mais ensemble, de manière collaborative, que le jeune aussi ait même décidé par lui-même quand est-ce que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, il va faire ses devoirs selon son heure de sortie, selon s'il a des activités extrascolaires, selon ses besoins évidemment de faire autre chose, de pause, etc. Mais que de manière assez fixe, il y a des créneaux comme ça qui soient consacrés, même qu'ils soient inscrits dans un planning, affichés dans sa chambre, ou je ne sais pas, mais plus il y a une routine comme ça qui est mise en place, qui est décidée par le jeune, plus il y a quand même de chances qu'elle soit respectée du coup. Surtout si c'est lui qui l'a décidé, ça l'engage, ça le responsabilise. Voilà. Alors que si c'est décidé par les parents de manière comme ça, un peu autoritaire, là, il y a moins de risques, il y a plus de chances voilà, qu'ils essaient d'outrepasser ça. D'accord, donc par exemple dire le mardi tu sors à 17h, de 17 à 18h30 t'es tranquille, mais à 18h30... Et lui demander, voilà, tu sors à 16h30 le mardi, t'as pas d'activité ce jour-là, quand est-ce que tu veux faire tes devoirs? Est-ce que c'est plutôt dès que tu rentres, ou est-ce que c'est plutôt juste avant le dîner, et c'est lui qui va réfléchir, qui va décider, et du coup, voilà, s'il l'a décidé, a priori, il le fera plus. Ça marche à partir de quel âge? Ça marche, moi je le fais avec mes enfants petits, ça marche le plus tôt possible. Ok. Ouais. Bon à savoir. C'était ça la question. Prend note là. Ouais. Alors, moi j'ai fait. Je vais sortir, je vais aller leur demander là. Je sais pas si je sais que nous on met 10 minutes. On dit bon, écoute, entre 18h et 18h15, tu commences tes devoirs. Histoire qu'il n'ait pas non plus le stress d'un horaire fixe en fait. On essaye que ça soit quand même un moment où on lui dit, d'accord, tu as le droit d'aller au parc, tu as le droit de regarder ta petite série, mais entre 18h et 18h15, tu dois être au travail, et quand je rentre, tu dois avoir appris telle leçon, telle leçon, telle leçon. Mais il y a quand même le tu dois dedans, hein, donc c'est pas... Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, à un moment, il faut de toute façon, il y a le il faut, il y a le tu dois, il n'est pas bon celui-là. Puis il y a un autre problème qu'il faut quand même aborder quand on parle du collège, quand on parle du lycée, c'est les situations de harcèlement dont on parle souvent. Il y a malheureusement des choses assez violentes qui sont apparues. Comment est-ce qu'on aborde ce sujet, qui généralement l'enfant ne l'aborde pas forcément spontanément, arriver à voir un peu la différence entre ce qu'est le harcèlement et puis la moquerie, un petit peu l'humour qui peut s'installer, voilà.
Comment est-ce qu'on aborde ce sujet spontanément? Est-ce qu'on essaye de savoir? Comment est-ce qu'on arrive à s'organiser par rapport à ce qui peut un jour devenir un espèce de cataclysme pour l'enfant? Où on observe s'il y a un changement? Oui, on voit comment effectivement, si on sent que son enfant le vit mal, enfin, si ces moqueries ne sont pas que des moqueries, en fait, ce ne sont pas que des jeux entre amis, c'est vraiment des choses qui finissent par un peu le ronger, finissent par lui donner beaucoup moins envie d'aller à l'école, s'il y a un Et petit donc changement. c'est son comportement qui va changer, C'est qui son doit alerter? comportement, Qu'est-ce qui doit alerter en c'est fait? son humeur. Effectivement, il y a des signaux. S'il est tout d'un coup un peu plus triste, qu'il a un peu moins envie d'aller à l'école, qu'il s'enferme, qu'il est un peu plus replié sur lui-même, etc. C'est que là, on s'approche quand même un peu plus du harcèlement et que c'est pas des simples moqueries d'enfants. Donc effectivement, il faut être vigilant voilà, à son humeur, à comment il le vit. Et là, et de toute façon, il faut absolument en parler. Gros sujet aussi, l'âge du premier portable. Le débat revient de façon récurrente. Il y a même des groupes WhatsApp de parents qui font des pactes pour lutter contre l'apparition des smartphones trop tôt pour les jeunes, les collégiens. Est-ce qu'il y a vraiment un âge d'ailleurs, ou est-ce que c'est une question d'utilité? Je fais le trajet tout seul, je dois prendre les transports en commun, de maturité. Comment on ajuste tout ça? Oui, c'est un vaste sujet, la question du téléphone, et ça dépend évidemment du quotidien de chacun et des besoins, s'il y a un enfant qui fait un trajet, etc. Mais je pense qu'on peut, dans l'idéal, si on peut attendre, en tout cas le collège, autour de 12 ans, par exemple, pour donner un premier téléphone à un enfant. Et d'ailleurs, qui dit téléphone ne dit pas forcément smartphone, ne dit pas forcément accès aux réseaux sociaux. Ça peut être justement, effectivement, seulement utilitaire pour appeler, envoyer des messages. Et après, pour tout ce qui est smartphone, réseaux sociaux, justement, il faut peut-être mieux attendre. D'ailleurs, il y a un âge de la majorité numérique 15 ans. qui est 15 ans. Attendre là, en parlant d'ailleurs aussi en amont de ce qu'ils vont avoir comme objet entre les mains. Vous avez laissé le téléphone à quel âge? Alors, ils ont eu des téléphones à touche jusqu'en 5e. Donc, l'année dernière, celui qui va avoir 13 ans, qui est en 4e cette année, lui, a son smartphone qu'il n'a pas le droit d'emmener à l'école, puisque c'est interdit maintenant au collège. Donc, nous, on lui a interdit de l'avoir. Donc, il a le droit de l'utiliser une fois qu'il a fait ses devoirs, pris sa douche. Donc, et là, il peut communiquer avec ses amis. Bon, après, évidemment, s'il y a une urgence sur un devoir à demander, quelque chose, bon, ok. Mais sinon, en effet, il ne sait pas où il est, puisque volontairement, il est changé d'endroit et branché ailleurs dans la maison tous les jours. Et chez nous, en attendant, bon, jusqu'à la fin de terminale, on interdit qu'ils aient leur téléphone dans leur chambre la nuit. Donc, le soir, on reprend tout. Donc ça peut paraître dur, les limites sont dures à fixer, on peut paraître rétrograde, mais nous on s'est dit que sinon c'était pour qu'ils dorment plus la nuit et ça contribue à beaucoup de choses après. On n'est pas des parents qui avons des exigences scolaires énormes, etc. Mais on estime que bon bah il y a un moment faut déconnecter quoi. Donc et puis d'eux-mêmes ils le feront pas à cet âge-là. Donc voilà. Donc, bravo d'avoir réussi à mettre ça en place, en tout cas. Oui, enfin bravo, oui. Bon, après, ils essayent toujours, hein, mais enfin, le plus petit, non, il n'essaye plus puisqu'il l'a plus après dîner. Donc, il l'a juste après avoir fini ses devoirs, pris sa douche et après dîner, c'est terminé. Celui de 17 ans, il l'a jusqu'à 23h et après, il nous le rend et le portable dort à côté de moi. Branché. Ça, c'est un sujet quand même. Ouais, c'est très compliqué. De l'enfer. De l'enfer. C'est un sujet de l'enfer. Je pense qu'il y a les écrans 1 et les devoirs en 2. Mais oui, c'est le sujet qui cristallise énormément de tensions, de conflits dans les familles. Ouais. Et d'ailleurs, les directeurs de collège et tout demandent aujourd'hui aux parents de freiner, parce qu'ils récupèrent la journée des enfants qui sont fatigués. Oui, en manque de sommeil. Ça ronge sur le temps de sommeil. Bien sûr. Oui, mais il y a de l'éducation à faire sur les parents, effectivement. Je pense qu'il y a des enfants qui sont trop exposés et trop jeunes. Ouais, puis c'est surtout un gros conflit, quoi, parce que c'est quand même un refus catégorique de ne pas le donner. Et puis bon, après, vous rentrez dans des discussions qui sont complètement
idiotes du genre c'est moi qui paye, donc il est à moi finalement, il n'est pas à toi, quoi. Enfin, non, mais c'est Tous les arguments sont bons. Non, mais tous les arguments sont bons. Après, moi, je sais que ça m'est arrivé de leur dire écoutez, demain, je vais chez Orange, je résilie votre ligne, et puis comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Vous l'aurez que quand vous pourrez vous le payer. Mais c'est complètement bête de dire ça, mais en même temps. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand même, quand ils sont au collège ou au lycée, il y a toute une information qui circule. Ils discutent de choses qu'ils ont vues sur leur téléphone, les séries, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que c'est ambivalent parce que c'est à la fois un élément de construction, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes sur les réseaux. Donc pour les enfants, c'est important. Mais bon, après, c'est peut-être la durée, en fin de compte, d'exposition qui est à garder. Enfin, c'est ce que disent les spécialistes. C'est une durée d'exposition. Oui, c'est comme pour nous. Enfin, tout est une question d'équilibre et de ne pas consommer en excès. Et il y a plein de choses qui sont effectivement très bien sur les réseaux. Et l'idée n'est pas de marginaliser complètement les enfants et de ne pas leur donner de téléphone. Enfin, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Dernière question. On a un petit peu abordé le sujet avec le rapport au corps, mais je voudrais revenir sur la sexualité, sujet essentiel pour se construire et parfois même déconstruire des clichés. En moyenne, 1/3 des jeunes ont déjà vu de la pornographie avant 12 ans, la plupart du temps de manière accidentelle. Là encore, est-ce qu'on fait une discussion ? À quel âge et pour dire quoi ? Oui, alors en tout cas, c'est sûr que c'est bien d'en parler parce que sans quoi ils vont essayer de trouver la réponse eux-mêmes sur Internet et ça va être des réponses beaucoup plus inappropriées. Après, nous, on dit beaucoup que c'est bien d'en parler de manière, au travers de plein de petites discussions informelles, pas forcément d'avoir une grande discussion à un âge donné, aussi de s'adapter selon la maturité de son enfant. Il y en a qui sont, voilà, et ça va aussi avec la puberté, etc. Il y en a qui sont concernés très jeunes par ces questions-là et d'autres qui sont encore bébés assez tard. En tout cas, c'est bien d'en parler, pas trop tard, mais au gré de plein de petites discussions informelles, de rebondir sur un fil d'actualité, sur un article, sur un film, sur une chanson, pour essayer comme ça de jauger un peu leur niveau de connaissance, de maturité, d'intérêt, et voilà, et de faire passer ces messages, de faire passer certaines valeurs, si on veut faire passer des valeurs familiales, enfin voilà. En tout cas, plein de petites discussions comme ça pour un peu dédramatiser le sujet et puis commencer à en parler. Catherine, le mot de la fin ? Mot de la fin, nous, on a surtout parlé du consentement. Donc, c'est surtout venu... on ne parle pas de sexualité. Disons qu'on parle de ce qui peut se passer entre un garçon et une fille à leur âge. Mais on parle surtout du consentement, nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau, notamment chez les garçons. Et étant donné qu'on n'a que des garçons, on se sent un peu plus impliqués. Et c'est vrai qu'on leur a beaucoup parlé de ça. Donc, inéluctablement, c'est un sujet un petit peu... on va dire de travers pour aborder la sexualité et donc voilà, mais en effet oui. Je vous rejoins en disant qu'on n'aborde pas, enfin nous on n'a jamais abordé les pieds dans le plat, on n'a pas eu une réunion familiale sur la sexualité, en effet c'est au travers de petits sujets comme ça qui viennent qui nous permettent de l'aborder tous ensemble. Ouais, et malheureusement, les actualités nous permettent d'avoir suffisamment de sujets et de faits pour pouvoir rebondir sur ces sujets-là en famille, quoi. Merci beaucoup. Merci, en effet, Anne-Claire Fromental, vous êtes psychologue, coach, enseignante et co-auteure de « Je ne sais plus quoi faire de mon ado » aux éditions Marabout. Et vous avez cofondé également, rappelons-le, la plateforme I Am Strong, coaching sur la santé mentale et des jeunes et de leurs familles. Merci également à Catherine Lousier. On rappelle que vous êtes sophrologue à Paris. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.